Et en fait, notre raison d'être, c'est un guide. C'est un guide qui nous permet d'être encore plus efficace et finalement encore plus droit dans nos bottes, dans toutes nos décisions de gestion en tant que gérant d'entreprise. Marier les deux, l'entreprise à mission plus le label B Corp, dès le début, je pense que c'est très puissant et ça montre la volonté de l'entrepreneur. Ça veut dire, waouh, on a une super équipe qui, dès le départ, ça fait partie de ses prérequis. Devenir entreprise à mission, inscrire ça dans tes statuts, finalement, ça va perdurer. Ça va normalement éclairer tous les collaborateurs qui rejoindront l'entreprise, qui prendront des responsabilités dans cette entreprise, ça va guider leurs actions. Et puis je pense qu'il ne faut pas chercher à être excellent partout, parce que c'est un sujet sans fin, la RSE. Pour moi, c'est vrai que c'est important, cette place de la femme dans la société. Je pense vraiment que ça, c'est un accélérateur de création de valeur, de transformation de l'entreprise. Donc, c'est la parité. C'est qu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans l'idéal. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Alors je suis ravie aujourd'hui parce que j'ai retrouvé mon acolyte Chabir, qui est investisseur chez nous, je vous rappelle, et avec qui je vais mener ces premiers épisodes de 2021. Donc welcome back Chabir. Merci Aurélie, ravi d'être de retour parmi vous. Super. Alors tout d'abord, on a envie quand même de souhaiter à toutes et à tous, une très belle année 2021. Et malgré tout ce qu'on est en train de vivre, on espère sincèrement que ce sera une année remplie d'amour, de projets, de joie, de positivisme et aussi surtout de prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux. Et justement, pour parler de ces sujets RSE, ESG et tous ces autres acronymes buzzwords qu'on entend depuis quelques années, on a décidé de recevoir une invitée de marque et une experte sur le sujet. Elle a commencé sa carrière chez un investisseur mutualiste, la Maïf, en 2001 et s'est intéressée de près au sujet RSE dès 2004. Donc, pour rappel, RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Puis en 2012, elle rejoint le fonds Swen en tant qu'investisseur où elle y a aussi développé toute la stratégie ESG. ESG, on revient aussi, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui permettent d'évaluer la prise en compte du développement durable dans la stratégie des entreprises. Cette invitée, elle est convaincue que les entreprises qui vont rater le tournant vert vont disparaître. Mesdames, messieurs, ouvrez bien vos oreilles alors, parce que pendant les 30 prochaines minutes, elle va vous aider et vous éclairer sur l'ESG et toutes ces belles pratiques. Exactement. Elle nous disait en off qu'elle était une personne qui se nourrissait des autres pour s'inspirer et avancer, mais aujourd'hui, c'est elle qui va nous inspirer et nous nourrir. Elle est intuitive et l'a prouvé quand on voit qu'on se pose aujourd'hui les questions qu'elle se posait déjà il y a 15 ans. Bref, on arrête le suspense. Elle arrive de Bordeaux et elle s'appelle Isabelle Combarel. On est ravis, Isabelle. Bonjour. Parce que là, l'intro elle dure trop longtemps. Isabelle, religieusement. Bonjour à tous et bonjour Aurélie, bonjour Chabir. Ravie d'être avec vous ce matin. Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation. On est aussi très contents de t'avoir autour de cette table ronde de la boardroom de chez Daphne, qui n'est pas, Isabelle était assez surprise ce matin parce que ce n'est pas un studio de podcast, c'est une salle de réunion à la base et on l'a transformée en studio d'enregistrement et aussi de vidéo. Et on voit pas Isabelle parce que là c'est un podcast et vous nous entendez seulement, mais au-delà d'être une investisseuse de talent et plein d'autres choses que vous découvrez, Isabelle a aussi beaucoup de goût, parce qu'elle a aujourd'hui un t-shirt Gen the Boy, que vous connaissez probablement, mais exactement. Qui est implanté à Bordeaux et dont on salue les fondateurs, Georges et Marie. Oui, exactement. Bon, allez, on va commencer, mais avant de commencer, on a une question, toujours la même. On pose à nos invités, comment est-ce que tu build a city for good ? Isabelle. Alors, comment je build a city for good ? Eh ben, écoute, j'essaie de le faire tous les jours, parce que
pour moi, c'est ce qui me motive. Enfin, moi, j'ai besoin d'être enthousiaste dans ce que je fais, que ce soit dans le pro ou dans le perso, parce qu'autrement, je m'embête, pour rester poli. Et l'idée, c'est que dans le pro, je le fais via Swen. Swen, c'est vraiment mon outil pour aligner ce que je fais professionnellement avec mes valeurs et la façon dont je vois la société de demain. Et donc, c'est tout ce qu'on a mis en place dans le cadre de nos stratégies d'investissement, de produits, de services, pour accompagner et être un animateur aussi d'écosystème. Donc ça, c'est côté pro, puis côté perso, il y a pas mal de petites choses faites au niveau perso, et surtout, je pense que ça passe beaucoup aussi par les futures générations de dirigeants d'entreprises de demain. Et donc mes enfants, j'espère que quand ils trouvent que leur maman elle est un peu casse-pied sur certains trucs, demain ils diront grâce à ma mère, voilà. Donc c'est comme ça que j'essaie en tout cas de contribuer à mon petit niveau, à un monde meilleur. Et vraiment, moi c'est clairement quelque chose que j'ai dans les tripes et qui me donne le sourire aussi. On en parlait plus tôt. Moi j'ai besoin d'être alignée. C'est comme l'alignement des billes qui tombent là dans un pendule. Et moi j'ai besoin d'être alignée pour me lever le matin et puis faire des choses à but professionnel ou personnel. Et vous regarderez la vidéo qui annonce ce podcast, parce que je pense qu'Isabelle, du coup, guide ses enfants aussi via Star Wars. Je pense que mes enfants vont me dire « Oh maman, la honte !» Enfin, plutôt la te honte. Ouais, la te honte. On a un gras parfois. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on voulait juste reprendre peut-être quelques bases sur tous ces termes ESG, RSE, et que tu nous dises un peu, toi, peut-être, comment t'en es arrivé là et qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, en fait. Alors c'est sûr que tu as raison, c'est des mots buzz. En ce moment, on les voit utilisés partout. On pourrait rajouter l'impact aussi, qui a été un mot, qui est toujours un mot presque galvaudé. Alors comment j'y suis arrivée, tu l'as évoqué un peu par mon parcours professionnel. Je pense que j'ai aussi quelques explications personnelles liées à ma propre éducation. Mais niveau pro, vraiment, ce qui m'a marqué, moi, c'est la Maïf. C'est ma première expérience professionnelle. La Maïf assureur militant, c'est pas pour de faux. C'est vraiment vrai, et à tous les niveaux et dans tous les métiers. Et c'est une belle entreprise que je continue à regarder et à admirer aussi, parce que elle est portée par aussi des valeurs qui sont déclinées du haut vers le bas et du bas vers le haut et en transversal vers les clients. Donc je trouve que c'est vraiment un beau modèle. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée, et c'est comme ça que j'ai démarré à l'époque, au début des années 2000, ce qu'on appelait l'ISR, l'investissement socialement responsable, puisque à la Maïf, l'idée était aussi de le décliner dans les placements de la Maïf. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert à l'époque sur les marchés cotés, puisque c'était les marchés matures qui commençaient à travailler, en tout cas les marchés les plus matures, et qui commençaient à travailler sur l'ISR. Et donc c'est comme ça que je suis tombée dedans, et que je me suis aussi formée, parce qu'à l'époque il y avait pas dans nos études on parlait pas encore de ça. Aujourd'hui c'est un incontournable, c'est un prérequis, mais à l'époque c'était aussi beaucoup d'expérimentation. Et donc voilà, on l'a mis en place. Et quand moi j'ai rejoint ce qui allait devenir, ce qu'on allait transformer en Swen, ça m'a paru aussi une évidence, en investissant dans des acteurs qu'on va appeler du non-coté, donc aux côtés de dirigeants, d'entreprises, de fonds qui sont là pour le long terme, qui sont pas perturbés, bousculés par des événements de marché, des news qui sont parfois absolument pas liés aux fondamentaux de l'entreprise. En découvrant de manière plus approfondie comment on pouvait tisser des liens vraiment constructifs avec ces acteurs du non-coté, ça m'a paru une évidence qu'en fait c'était là qu'il fallait accentuer ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement responsable, l'intégration des critères E, S et G que tu as définis en intro. Moi, je pense que c'est la meilleure matière, entre guillemets. On travaille pour le long terme, on se passe le relais aussi entre investisseurs. Donc on travaille vraiment sur le monde de 2050. Donc c'est
c'est pour moi une évidence. Et aujourd'hui, c'est aussi un prérequis. Et les investisseurs institutionnels, la société civile, l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème, de votre écosystème, attend ça. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Mais si tu reprends juste ESG, RSE, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses qu'on va aborder après, un peu, tu vois, le cadre, est-ce qu'il y a un régisseur, est-ce qu'il y a, tu vois, comment c'est organisé, et finalement, on va y venir, comment on met en place concrètement. Non, t'as raison, il faut repartir un peu de ça. T'as raison, parce qu'autrement on risque de perdre nos auditeurs. Donc c'est vrai que l'ESG, là, on en a parlé, l'ISR, investissement socialement responsable. Ça, ce sont des terminologies qui sont propres aux investisseurs, au monde de la finance. Donc comment on intègre des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères sociétaux, des critères de gouvernance à côté des critères financiers quand on regarde une entreprise, un business model, quand on échange avec un patron sur sa stratégie d'entreprise. Donc ça, ce sont des critères qui sont tout sauf financiers, mais qui en fait, in fine, vont avoir un impact sur la valo de la société, sur sa capacité à gagner des marchés demain. Donc ça, c'est ça qu'on appelle les critères ESG. Donc c'est plutôt dans le monde de l'investissement, dans le monde de la finance. Et puis on a la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, c'est plus l'entreprise elle-même. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour elle, pour ses collaborateurs, pour ses parties prenantes, pour son utilité sociétale, donc pour son utilité vis-à-vis de l'ensemble de la société avec un grand S. Quelles sont les démarches internes qu'elle peut mettre en place pour ne pas être qu'à la recherche d'une maximisation du profit presque à tout prix, mais qu'au contraire, elle travaille sur d'autres leviers. Et nous, on est convaincus que ce sont des leviers qui sont créateurs de valeur pour l'entreprise, pour les collaborateurs, et puis finalement pour l'écosystème dans lequel elle gravite, cette entreprise. Donc voilà, la RSE, c'est vraiment la déclinaison intime pour l'entreprise. C'est par l'entreprise, pour l'entreprise elle-même, de sa démarche à utilité élargie, utilité augmentée pour ses collaborateurs, la société civile et l'ensemble de ses parties prenantes. Et si on tire le trait là-dessus, pour toi, c'est en tant qu'investisseur, quand tu investis sur des critères ESG, tu investis sur des critères ESG parce que c'est une checklist et parce que toi-même tu as d'autres investisseurs et parce que tu as des engagements ou tu as n'importe quel engagement, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou autres, ou aussi parce que toi, quand tu es en train de regarder un dossier, c'est un élément de la due deal et tu te dis, en fait, autant que les éléments historiques financiers, ça c'est un élément qui pourra te permettre de dire que la boîte pourra avoir une croissance, même si on parle de croissance responsable, pourra avoir une croissance qui se tient dans le temps et qui n'est pas juste du moment T. Exactement. Alors tu vois, j'aime beaucoup cette question parce que quand chez Swen, nous avons décidé d'en faire le cœur de notre stratégie, donc nous, notre stratégie d'entreprise, on peut dire qu'il y a une stratégie ESG, mais c'est la stratégie de notre entreprise de proposer systématiquement des produits, des services, une démarche en interne responsable. En fait, elle a été éclairée par certains investisseurs institutionnels qui étaient avant-gardistes, donc nos clients, par certains de nos clients qui étaient avant-gardistes sur ces sujets. Mais avant tout, on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui nous rendra fiers aussi demain de ce qu'on a fait dans notre milieu professionnel ? Parce qu'on va y passer énormément de temps, qu'aujourd'hui, ça fait partie aussi de ce qui nous rend heureux. Et donc, du coup, comment on a envie d'exercer notre travail et d'être fier de ce qu'on peut mettre en place. Et même si, au début,
Enfin, moi, je me souviens de réunions que je pouvais avoir en 2012 où on me faisait un gentil sourire, on me regardait de haut, puis on disait, ouais, bon, ça va passer, elle est gentille. Alors, combien vous investissez chez nous, quoi? C'était, mais en fait, Swen s'est d'abord posé la question de qu'est-ce qu'on avait envie de faire et en quoi on croyait. Donc, c'était quoi nos convictions? Et nos convictions étaient exactement celles que tu mentionnais, que il n'y a pas que les éléments financiers, que les éléments financiers, finalement, c'est la résultante d'actions autres qui vont se concrétiser in fine dans les chiffres, mais qu'on devait avoir une analyse à 360 degrés en fait, de l'entreprise dans un écosystème élargi. Et qu'on ne pouvait plus avancer seul. On avait déjà cette perception que le monde allait se complexifier et ça on en est encore plus convaincu aujourd'hui, c'est que tous les enjeux sont tellement complexes, tellement massifs qu'on ne peut plus avancer seul. Et il faut avoir cette vision 360 degrés et nous on a décidé de l'intégrer en 2012 de manière très robuste dans notre stratégie d'investissement sur des valeurs qui nous étaient propres. Et qu'on continue à faire, à amplifier, à faire modifier. Et après, on s'est dit, que ça plaise ou pas à nos investisseurs institutionnels, ce sera comme ça. Et ce sera déployé sur l'ensemble de nos investissements. Donc, chez nous, il n'y a pas une poche qui intègre des critères ESG et une poche qui n'en intègre pas pour répondre à des attentes d'investisseurs institutionnels. C'est plutôt Swen a une conviction, c'est que si on veut sélectionner les acteurs, les entreprises qui seront parmi les leaders toujours demain ou qui deviendront leaders demain, il faut sélectionner des entrepreneurs qui sont capables d'avoir cette vision élargie des enjeux. Et donc ça, c'est une conviction forte. Et puis après, ça plaît ou ça plaît pas aux investisseurs. Mais en général, ça plaît. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que ça attire ce type d'investisseurs. Donc, on n'a pas de problématique encore à ce jour, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a attiré des investisseurs institutionnels qui sont proches de nous, qui partagent en fait finalement les mêmes valeurs. Après, on aura un enjeu, nous, Swen, plus on va grossir, plus on va être aussi international, plus on sera confronté aussi à, certainement, à un moment ou à un autre, avoir une certaine sélectivité des personnes, des parties prenantes avec lesquelles on va devoir travailler, donc y compris au niveau de nos clients. Mais je vais vous dire, quand on en sera là, ce sera super. Aujourd'hui, on n'a pas eu encore le besoin de le faire. Ça s'est présenté il n'y a pas très longtemps, en fin d'année dernière, sur un appel d'offres lancé sur le marché. Voilà, pour un acteur où nous, on a dit non, on se présente pas parce que les critères ne correspondaient pas à ce que nous souhaitions mettre en œuvre. C'était pas aligné avec nos valeurs. Voilà. Et ça, c'est très fort aussi. Et ça, c'est très fédérateur aussi pour nos propres collaborateurs. Pardon. Oui. Ouais, non, et du coup, il n'y a pas de frustration du tout de passer à côté d'une opportunité d'un invest. C'est ça qui est extrêmement puissant, hein, en fait. Alors, on en reparlera, je crois, plus tard, ou on peut en parler là sur la raison d'être aussi, hein, qui a fait partie de ce chemin de Swen. On a mis en place notre raison d'être, et en fait, notre raison d'être, c'est un guide. C'est un guide qui nous permet d'être encore plus efficace et finalement encore plus droit dans nos bottes, dans toutes nos décisions de gestion en tant que gérant d'entreprise. Hein. C'est là vraiment, étudier une opportunité de croissance externe, dire oui ou non à un prospect, ou est-ce qu'on répond à tel appel d'offres. En se basant sur cette raison d'être, c'est hyper simple. C'est hyper simple, ça a été un travail collaboratif de la pondre, entre guillemets, mais c'est extrêmement structurant. Et aujourd'hui, c'est un outil formidable. Et puis, comme tu dis, zéro frustration. C'est ça qui est génial. Ça aide à aligner. Pop, 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 pop. Et une fois que tu as ça, c'est une évidence. Voilà. Et comme tu dis, toi, pardon, Chav, c'était un peu au cœur, quand Swen a commencé, c'était un peu au cœur de votre stratégie. Comment tu fais quand t'es déjà une entreprise lancée pour intégrer tout ça, en fait, et la trouver, cette raison d'être, ou la mettre en place concrètement dans les sociétés aujourd'hui qui se posent la question Ouais. Écoute, c'est vrai que tu relèves ce point-là. C'est plus facile, en effet, quand tu démarres
presque from scratch. Nous, quand on a fait vraiment quand on a eu cette révélation finalement sur notre mission et sur la façon dont on souhaitait faire évoluer ce qui allait devenir Swen, on était 7. Donc c'est facile. C'est facile. On était 7. On avait un nombre limité de clients clés qui nous accompagnaient, qui étaient issus aussi du monde mutualiste. Faut pas oublier d'où nous venons. Je veux dire, en fait, il y a un fil rouge derrière. Quand tu regardes le passé, tu vois bien la construction logique et cohérente. Quand tu démarres avec une entreprise déjà installée depuis plusieurs années, beaucoup de collaborateurs, des pratiques déjà installées, le challenge, il est pas simple. Alors, ce que on en a vu des très belles réussites, souvent quand dans nos investissements, ça arrive aussi avec un nouveau dirigeant, une nouvelle équipe dirigeante, c'est souvent le moyen d'insuffler une nouvelle dynamique, donc ça c'est intéressant. Mais il y a aussi des patrons qui viennent aussi parce que le marché dans lequel nous évoluons avance et donc qui s'adaptent aux attentes du marché et qui trouvent aussi leur voie un peu plus tard, une fois qu'ils ont fait leurs armes. Donc là, comment mettre en place cette approche-là ? J'ai presque envie de dire qu'il faut avant tout beaucoup de sincérité. Donc, il faut peut-être mettre de côté toute cette approche très structurée qu'on peut lire. Parce que là, il y en a partout. La BPI donne des recommandations, les chambres de commerce. Enfin, on peut trouver plein de guides. Les écoles nous donnent des guides comment mettre en place une stratégie RSE dans son entreprise. J'ai presque envie de dire, repartons justement de ce cœur, de cette motivation, de ces tripes. C'est quoi en termes de sincérité ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est pourquoi on se lève le matin. Et donc, je trouve que tout ce qui est né aussi en France avec la loi Pacte de ces entreprises à mission a fait que le marché a commencé à se structurer. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui accompagnent les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprises plus matures, dans cette réflexion de pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous avez envie que vos collaborateurs se lèvent le matin, vers quoi vous travaillez tous en collectif, et qui peuvent accompagner une entreprise dans sa globalité, si possible en faire un travail collaboratif, collectif, de c'est quoi notre raison d'être. Après, on n'est pas obligé de basculer prendre le statut d'entreprise à mission, parce que derrière, on rentre dans un dispositif qui est plus lourd. Donc ça, il vaut mieux être plus mature sur le sujet. Mais partir avant tout de sa raison d'être, qui repose sur un travail autour de la sincérité, et finalement de comment tu arrives à embarquer des collaborateurs. Enfin, les jeunes aujourd'hui, ils recherchent ça. On voit bien qu'il y a un phénomène de cette fameuse quête de sens. Donc il faut embarquer tous ces collaborateurs. Et ça, moi, je pense qu'il faut se faire accompagner pour travailler autour de sa raison d'être. Avant tout, ses missions, ses valeurs. Et après, quand on a réussi à embarquer tout le collectif, on peut commencer à structurer ça sous forme d'une approche RSE et rentrer peut-être un peu plus dans les codes. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment basé sur cette authenticité, cette sincérité recherchée, collaborative, collective, pour rembarquer tout le monde, pour que ce soit bien transversal. Et puis après, ce qui est très important, c'est qu'il faut que ça vienne du plus haut. Parce que si c'est pas porté par le plus haut, ça prendra jamais. Mais si c'est porté par le plus haut, régulièrement martelé, je pense que c'est quelque chose... Il y a beaucoup aussi de travail, de communication en interne à faire. Nous, on est une petite société de 50 collaborateurs, mais on le voit bien. C'est le travail sur les messages clés, sur les valeurs, sur notre raison d'être. C'est un travail du quotidien, en interne et en externe, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être porté par la direction générale. Mais en ayant fait ce travail collectif, ça permet aussi que ce soit relayé du coup par toute l'équipe. Voilà, par tous les collaborateurs qui eux-mêmes ensuite vont pouvoir prendre des sujets qu'ils ont envie de prendre, développer des initiatives et puis avancer. Et puis je pense qu'il ne faut pas chercher à être excellent partout parce que c'est un sujet sans fin. La RSE, c'est un sujet sans fin. C'est ça aussi qui est super intéressant. Mais
ou alors il faut pas. Enfin, l'ambition, elle doit être là, mais il faut pas chercher à être excellent parce qu'autrement on va tout bloquer. On va tout bloquer. Ouais. Et puis il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc, faut pas hésiter à partager. Enfin, je pense que c'est assez rigolo parce que l'ESG, c'est peut-être dans nos métiers de l'investissement la matière où, entre guillemets, on partage le plus avec entre guillemets, nos concurrents, nos partenaires. C'est assez... donc c'est aussi assez sympa. Ouais. C'est une autre façon de collaborer. C'est fédérateur aussi entre... Exactement. Exactement. Et c'est c'est très favorable pour nos entreprises, nos entrepreneurs. C'est valorisant pour eux, c'est une fierté pour leurs collaborateurs et puis en général, ça aide à prendre les bonnes décisions de gestion d'entreprise, les bonnes décisions stratégiques. Et je pense que tu nous as donné un autre buzzword là pendant la discussion. Mais c'est vrai que tu parlais d'entreprise à mission. Et puis après, dans le groupe ou le cheminement, en ce moment, on entend aussi beaucoup parler de B Corp. Est-ce que pour toi, c'est vrai que c'est des process qui ont l'air un peu assez lourds. Est-ce que pour toi, c'est la continuité de l'ESG parce que peut-être que l'ESG était un peu trop fermé sur l'investissement et qu'il fallait un peu peut-être faire naître ces besoins-là d'abord chez les boîtes pour les ramener aux investisseurs, ou alors aucun rapport, peut-être que ça a pas les deux mouvements n'ont pas du tout de lien. Et une deuxième question dans ce cheminement-là, tu disais que comme c'était process assez lourd, c'est mieux de les faire intervenir plus tard. Mais est-ce que, si on fait le parallèle avec ce que vous avez fait chez Swen, c'est pas plus intéressant encore de créer ce label au démarrage de l'entreprise pour que ça se maintienne dans le temps? Écoute, là, j'ai envie de te dire que je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire ou de meilleure. Alors, le label B Corp, l'entreprise à mission, c'est vrai qu'on s'engage quand on y va, c'est engageant de la part de l'entreprise. Ça veut dire que derrière, ça va structurer aussi des process. Il va falloir avoir un travail de définition d'indicateurs qui vont permettre de suivre, de gérer les enjeux qu'on a envie de mettre en avant quand on est entreprise à mission, les enjeux sur lesquels on doit reporter dans la partie label B Corp. Et donc c'est un engagement dans le temps. Ça veut dire aussi une volonté forte d'y allouer aussi des ressources humaines, parce que ce sont des process qui sont engageants. Donc je pense que les deux sont intéressantes. Démarrer par ça doit certainement, et là je parle au conditionnel sans le savoir parce que c'est pas ce que j'ai expérimenté, mais ça doit certainement être très puissant aussi dès le démarrage, parce que finalement ça veut dire que tu construis ton entreprise par rapport à ces guides, et je trouve très intéressant de marier les deux, l'entreprise à mission et le label B Corp, parce que nous sommes européens. Et et français aussi, et que l'entreprise à mission, c'est quand même une super belle innovation française, que le label B Corp a plutôt une intention, un cadre de réflexion anglo-saxon. Donc parfois, en tant que Français, en tant qu'Européen, parfois on va dire tiens, c'est un peu beaucoup sur certains sujets, on l'aurait peut-être sous-pondéré. Nous, si on avait construit un label French Corp différent. Donc, je trouve bien de marier les deux. Je trouve que on a aussi un enjeu fort. Et là, je me porte plus au niveau de notre marché financier qui évolue très très vite sur ces enjeux de responsabilité, où on voit que les acteurs anglo-saxons sont en train de complètement de consolider le marché. Et donc, on a aussi une culture française, européenne, dont on peut être très fier. Et sur ces sujets-là aussi, je trouve qu'on a vraiment quelque chose à faire valoir par rapport à des visions très nord-américaines qui sont en train de s'imposer aussi dans les agences de notation. Enfin, on voit bien ce monde qui évolue très vite et qui... Donc, marier les deux, l'entreprise à mission plus le label B Corp, dès le début, je pense que c'est très puissant, et du coup, ça montre
la volonté de l'entrepreneur. Ça veut dire, waouh, on a une super équipe qui, dès le départ, ça fait partie de ses prérequis et qui le place au niveau de sa stratégie, parce que c'est en effet conséquent. Donc, moi, je trouve ça plutôt remarquable. Et le faire plus tard, c'est un peu... ça, c'est peut-être... je nous reconnais bien là, Swen, on aime bien essayer de faire quelque chose de robuste avant de dire qu'on le fait. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas entreprise à mission, pas encore. On n'est pas encore labellisé Bicorp, pas encore. Mais on a notre raison d'être, on a notre mission, on a nos valeurs. On n'est pas très encore structuré sur cette partie RSE. En fait, on a vraiment fait tout le déploiement dans notre stratégie d'investissement de produits et de services, cette intégration ESG. D'un point de vue RSE, très clairement, on a encore des progrès à faire, mais on le sait. Voilà, on en a conscience. Après, c'est une allocation de ressources parce que, voilà, dans une entreprise, on a cette chance-là d'être dans très forte croissance et on a dû faire des choix et on a aussi cet avantage qui est qu'en tout cas, à la taille à laquelle nous sommes aussi aujourd'hui, on arrive à entretenir cette culture d'entreprise, de bienveillance, de liberté avec nos collaborateurs, d'agilité et de respect, qui fait que on en a besoin. Il faut qu'on le fasse. Ça va être un sujet. Ce serait bien que ce soit un sujet 2021 pour le formaliser, le processer et puis s'engager véritablement. Mais c'est comme tout, quoi. Dans une entreprise, après, on est obligé de faire des choix. Et aujourd'hui, on essaie véritablement d'être impeccable dans la partie de nos investissements, de nos produits et de nos services, et de compter sur l'ensemble de nos collaborateurs qui sont vraiment hyper motivés, hyper géniaux sur ces sujets-là et qui le portent aussi. Voilà, donc... mais il faut qu'on y passe. Il faut qu'on le fasse parce que pourquoi aussi, tu vois, dans des entreprises plus matures, moi, ce que je trouve très intéressant de ce statut d'entreprise à mission, c'est que finalement, comme tout entrepreneur, au début, tu crées ta boîte, tu la développes, tu prends des risques, puis peu à peu, tu grossis. Et du coup, tu as aussi une responsabilité vis-à-vis de tes collaborateurs, de tes clients, de l'ensemble de tes parties prenantes. Et finalement, est-ce que la plus belle des missions, c'est pas de travailler justement à ce que cette culture d'entreprise, cette stratégie forte que tu as pu inculquer à l'intérieur d'un business model, ça perdure, quelle que soit l'équipe de direction qui pourrait y avoir. Et je trouve que devenir entreprise à mission, inscrire ça dans tes statuts, finalement, ça va perdurer. Ça va normalement éclairer tous les collaborateurs qui rejoindront l'entreprise, qui prendront des responsabilités dans cette entreprise, ça va guider leurs actions. Et je trouve que voilà, c'est aussi un sujet très intéressant pour dans le cadre d'une transition aussi à venir, d'une boîte familiale, très très intéressant. Donc ça doit pas faire peur. Ça paraît toujours un projet conséquent quand même quand on se dit on va s'y atteler, on va regarder et on se dit on a peut-être autre chose à faire. Il y a peut-être aujourd'hui des clients à aller chercher. C'est vrai que les startups ils doivent un peu aussi faire des choix, mais il faut y aller. Toi tu disais il y a un cap et il s'enrichit d'année en année et c'est ça qu'il faut faire. Enfin faut pas vouloir tout faire d'un coup et c'est vrai qu'on comprend bien que il faut s'y atteler, il faut s'y mettre, pas tout d'un coup mais au fur et à mesure. Ouais. Avec ça se structure. Exactement. Ouais. Et puis en fait, justement, dans ces temps compliqués que nous traversons, d'un point de vue humain, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, quoi. Je trouve que d'avoir ça aussi en plus du business, quoi. On fait notre travail au quotidien pour que la boîte s'en sorte, pour que on donne de la visibilité et de la sécurité aussi à toutes les personnes qu'on embarque avec nous. C'est bien aussi d'avoir ce travail-là en parallèle. Tu l'as dit, c'est très fédérateur. Ça donne de la fierté. Ça donne de la fierté aux collaborateurs qui sont dans une entreprise. Donc, pour traverser les moments difficiles, c'est super, quoi. Ouais. C'est vraiment enthousiasmant. Enfin, moi, c'est vraiment très satisfaisant
de voir aussi des jeunes qui rejoignent une entreprise, de voir à quel point ils s'épanouissent dans cette entreprise, dans le boulot qu'ils font et dans leur volonté d'avoir un impact au-delà de juste leur travail. Ouais. Et c'est beau. Voilà, bravo, ça c'est hein. Ouais, déjà. Non, mais c'est beau vrai. d'avoir. Vous êtes un bel exemple quand même de réussite, en tout cas sur ces sujets. Jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est beau. Bah merci, mais c'est, tu sais, c'est vraiment, déjà c'est du collectif, c'est vraiment, là il y a une 50aine de collaborateurs, vraiment, mais t'en as pas un seul qui partage pas ça, quoi. Donc c'est ça la puissance du truc, c'est que ça démultiplie. Et puis c'est que je pense que c'est un mouvement de fond qui est juste impressionnant. Et puis du coup, ça donne un état d'esprit aussi qui est extrêmement positif. Donc ça aide à traverser les moments difficiles. Ça aide aussi à accompagner un écosystème. Je pense que tu vois, ça c'est contagieux le positivisme. Donc ça aide aussi parce que voilà, tu me posais la question de la vision en 2050. Ça peut pas être autre chose que quelque chose de très positif. Et donc on travaille en ayant cette étoile polaire en tête. Et puis on ne peut pas envisager autre chose. Et donc à notre niveau, on essaie d'y contribuer. Mais aujourd'hui, ce que vous faites, ce que plein d'autres acteurs sont en train de faire, il y a une vraie révolution. Et ce seront les gagnants de demain. Je pense que... On espère. On a... Ouais, clairement. C'est vrai que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça nous paraît assez naturel et c'est vrai que presque évident, parce que c'est vrai que nous, on a aussi la volonté de backer des entrepreneurs qui sont dans cette démarche-là. Genre typiquement des boîtes comme Back Market, par exemple. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire quand je pitch Daphne que finalement, aujourd'hui, on a la volonté de backer des entrepreneurs qui changent les usages dans le bon sens, mais que... on est voué à être généraliste. Oui, parce que exactement. Ça sera, on voit plus personne qui vient nous voir en nous disant qu'il a envie de brûler des cols à vif ou pour du pétrole, quoi. Donc, non, mais c'est clair. Non, mais c'est ça. Ouais. Moi, mais oui, je me dis, mais en fait, on fait rien d'original, on fait rien de différenciant. C'est juste, c'est une évidence. Il faut que ça ne soit que ça. Et tu as raison. Ce sera que ça demain. Donc, si on s'y met pas maintenant, soit on sera en retard et on courra toujours après le marché, soit on restera sur le bas-côté. Et oui, finalement, ce qu'on fait, c'est juste du bon sens. Exactement. C'est vrai que c'est pour ça quand les gens nous disent vous êtes un fonds impact, non, on est un fonds, quoi. Voilà. C'est pas... oui, exactement. Ouais, tout à fait. Bon, super intéressant tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les nouvelles de Swen, des choses à partager, peut-être aussi ton autre petit, on va dire pas combat, mais engagement, voilà, parce qu'on va pas parler de combat quand même. Je trouve qu'à chaque fois on se bat pas non plus, mais ton engagement un peu qui te tient à cœur aussi. T'accompagnes aussi beaucoup de femmes à prendre confiance en elles et à entreprendre tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est moi c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur. En ayant aussi eu le parcours que j'ai rencontré les difficultés, des freins. Donc c'est intéressant après de pouvoir faire partager son expérience pour faire en sorte que pour d'autres jeunes femmes qui rentrent dans la vie active qu'elles soient bien robustes, bien forte, bien confiante en elle pour avancer et puis il y a une place pour tous dans tous nos métiers, donc ça pour moi c'est vrai que c'est important cette place de la femme dans la société. Je pense vraiment que ça c'est un accélérateur de création de valeur, de transformation de l'entreprise. Donc c'est la parité, c'est qu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans l'idéal. Et chez Swen, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors on n'y est pas encore, mais on est pas trop mal. Et en tout cas, quand on crée de nouvelles équipes, on essaie from scratch, parce que c'est toujours plus facile from scratch que de faire évoluer, de respecter cette parité au recrutement. Et on n'est pas doté d'une vraie personne spécialisée en RH, en capital humain, mais pas encore. En tout cas, on essaie d'être très très vigilant sur l'équité salariale. Voilà. Donc ça, ce sont des sujets qu'on n'a pas formalisés. Voilà. On parlait tout à l'heure de la démarche RSE, sur laquelle on a beaucoup de choses à faire aussi encore chez Swen. Mais voilà,
on y fait attention en fait, c'est pas formalisé, mais il faut, parce qu'après rien ne vaut, on le sait tous, en étant investisseur financier, tant que t'as pas de KPI à suivre, tu peux avoir l'impression de le gérer, de le faire évoluer, mais c'est quand même mieux quand t'as des objectifs à suivre. Donc ça c'est vrai que voilà, les femmes c'est un sujet que j'aime beaucoup et sur lequel en fait je pense qu'il faudrait travailler bien plus tôt au niveau des écoles. Sensibiliser ça. Après, voilà, c'est un travail de tous les jours et puis je dirais que j'aime bien accompagner les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes. Voilà, c'est pour moi c'est devenu une vraie source de bonheur, d'épanouissement, voilà, exactement, de voir évoluer des jeunes pleins de talent et de trouver leur propre voie aussi, parce qu'en fait, et c'est ça qui est bien aussi chez Swen, c'est que, mais comme chez vous, quand on a la chance d'être dans des entreprises en croissance très soutenue, moi j'ai pour principe que chacun crée son poste, quoi. C'est voilà, on a tellement de possibilités que c'est toi qui crée ton poste. Vas-y. C'est clair. Ça fait écho parce que là on est podcasteur avec Chabir. On monte des Qui vidéos. aurait imaginé ça? Exactement. Donc on a un peu dans une salle juste incroyable que j'adore. Où les négociations, les pitchs se font, mais aussi des podcasts. Voilà. C'est vrai c'est vrai que c'est top ça. On adore créer notre poste et du coup voilà, Chabir il est à la fois investisseur mais aussi podcasteur. Mais aussi sur plein de mentors nous on est aussi sur Included VC qui est une initiative qui permet d'avoir plus de diversité dans les fonds et c'est Chabir aussi lead sur cette initiative. Toi aussi. Et moi je suis aussi toujours un peu avec à la com bien sûr mais du coup c'est cool, on a plusieurs casquettes quoi, donc c'est génial. C'est comme ça qu'on s'éclate. Exactement. Quel ennui quoi si on faisait tout le temps la même chose. C'est vrai que c'est sympa parce que on t'entend parler depuis tout à l'heure et même en off quand t'es arrivé. Et c'est vrai que vous êtes une assez grosse boîte maintenant. Mais c'est un peu plus grosse que la nôtre en tout cas. Avec beaucoup de collaborateurs. J'ai l'impression que ça reste une famille où chacun se soucie de l'autre. Écoute ça, c'est super important. Et c'est un vrai enjeu. Je dis pas que. Bien sûr, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple et on sait que ce sera de plus en plus dur de le garder à ça. Donc c'est comment on arrive. Tu vois, je mentionne le fait qu'on n'a pas encore de RH. Enfin, je pense qu'on en a besoin. On a besoin d'une personne dédiée à ça assez rapidement parce que cette culture d'entreprise, elle est clé parce que c'est ça qui fait que ça marche aujourd'hui. Et donc, comment on peut... ça va devenir un boulot à plein temps. Et bien sûr, ce sera toujours porté par les collaborateurs. Mais on a aussi besoin d'un relais, d'un référent qui fasse ça en interne. Et c'est un vrai enjeu. Et comment tu gardes cette fameuse agilité dont on parle pour toutes les startups, comment tu la gardes quand tu grandis. Comment tu fais aussi évoluer la structure de ton entreprise parce que plus tu grossis, malheureusement, tu es quand même obligé à un moment de créer aussi des strates parce que puis c'est aussi c'est valorisant pour les collaborateurs de devenir manager, d'évoluer, de contribuer donc toutes ces questions on se les pose, on n'a pas la réponse et on avance au jour le jour et on ajuste et voilà, donc c'est clair que c'est clairement, je pense, ce qui motive aujourd'hui chaque collaborateur chez Swen et qui aussi attire des personnes. Bien sûr. Et puis tu vois, l'enjeu il est fort parce que on avait recruté beaucoup de jeunes quand on a démarré. Et puis maintenant, on recrute aussi des plus seniors. Et donc là aussi, comment tu fais ? Tu viens mélanger, marier des nouvelles cultures. Comment tu t'assures que tout ça prend bien, crante bien, se déploie bien. C'est des nouveaux enjeux, ça enrichit. On peut faire des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de les réajuster derrière et puis de voir comment on peut faire évoluer ça, en tout cas dans la même direction. Et garder le cap.
Voilà, l'étoile polaire. Top. Écoute, on a un peu dépassé notre timing habituel, mais désolé. tu vois, non, mais on était bien avec Isabelle. On a quand même super bien. Je vais pas revenir chez Swen, en fait, je reste là. On va finir avec 4 petites questions qu'on aime bien poser à la fin. Et je te laisse, Chabir, poser la première. Quelle est la personne et la société qui t'inspire sur ces sujets ESG qu'il faut absolument suivre? Alors, écoutez, moi j'aime Sycomore. Voilà, clairement. Moi, c'est une belle réussite française, une belle boutique française qui aujourd'hui s'est adossée aussi à un groupe international et qui a toujours, moi je les connais de ma précédente expérience sur les marchés cotés. Et qui a toujours eu un développement cohérent, basé sur des convictions fortes, pas la course à l'asset sous gestion. Voilà, donc je trouve c'est un bel exemple. Et puis j'aime bien leurs dirigeants et peut-être en personne du coup pour Pascal Demurger, la Maïf. C'est quand même voilà. Ah bah super. Ton dernier texto, Isabelle, c'était quoi? C'était pour Lola, pour envoyer une photo de votre magnifique studio, Lola. Lola, écoute, voilà, un petit clin d'œil. Attends, bien. La dernière série que tu recommandes? Oh là là, la dernière série que je recommande. On a le temps d'en voir, là. Waouh. Écoute, en fait, oh là là. Tu me laisses. Vas-y. Écoute. Peut-être que tu regardes pas. Ouais, non, j'en regarde pas des masses, hormis avec mes enfants. Et comment ça s'appelle cette série Tous à la maison? Je sais plus. 7 à la maison? Non, attends, c'est vieux ça. C'est vieux ça, mais c'était sympa. Hein. Tu m'aurais demandé mon dernier film avec les enfants, c'était Sister Act. Okay. Ça met la pêche quand même. On adore. Écoute, pour la série, je mets mon Joker parce que alors moi et ma mémoire de poisson rouge, on restera sur le film, sur Sister Act. Enfin, j'ai dit qu'on avait le temps d'en voir parce qu'il y a le confinement, etc. Pas parce qu'on fait rien. Hein. Surtout pas. Et enfin, ton gros mot favori? Ah ouais, mon gros mot favori, pétard. Ah ouais. Ça, c'est pour Lola. Ça va, ça va. Si tes enfants t'écoutent, c'est bon. Moi, j'ai tendance à dire putain des fois un peu trop souvent. Ma mère me dit arrête de dire putain. Ouais, c'est vrai, pareil. En racontant une histoire. Donc, c'est pas mon gros mot favori, mais c'est un peu mon petit c'est ton réflexe. Ouais. Mais je sais pas pourquoi je réponds à la question. Je sais pas, tu veux le podcast? Je vais prendre la place d'Isabelle. J'ai envie d'être invitée. Bon, là, c'est là que mes enfants me diront tu as menti, maman. C'est ça. Tu leur as pas dit, hein. Tu dis souvent ça. Bon, merci beaucoup Isabelle, merci Chabir. Merci à tous les deux, c'était top. Voilà, on remercie aussi Sophie qui est toujours là avec nous et merci, qui Sophie. nous aide à construire l'interview et à mener l'interview à bien. Donc merci à tous et à très vite. Salut tout le monde. Salut.